Oui, super. Parfait. Salut Marina, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Oui, très bien. Je suis super contente de t'avoir en live. Mais moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation. De rien. Est-ce que tu as l'habitude de faire des lives? C'est le deuxième, Ah, donc pas beaucoup d'expérience. alors, on va te poser plein de questions et surtout permettre à nos spectateurs, nos liveurs, de pouvoir en savoir plus sur ton activité. Euh, Mhm. Tu as gagné le prix de la soignante engagée pour les patients 2021. Donc, c'était le prix Happy Patient, parce que tu fais énormément de choses et donc tu fais compare, tu travailles énormément sur l'endométriose. Donc, l'objectif de ce soir, c'est que tu nous expliques comment tu es tombée dans l'endométriose, Mhm. comment tu en es arrivé à t'engager pour les patients et dans la recherche, et ce que tu fais au quotidien pour qu'on comprenne davantage. Alors, juste une petite touche personnelle. Moi, je t'ai écouté il y a près de 2 ans et demi concernant l'endométriose. C'était à une conférence donnée dans le 15e arrondissement par Endomind pour la marche de l'endométriose. Et c'est la première fois que je comprenais ce qu'était l'endométriose. D'accord. Donc, c'est en t'écoutant où je me suis rendu compte que la recherche n'avait pas forcément beaucoup avancé, qu'on se pose encore beaucoup de questions sur tout ce qu'il y avait derrière l'endométriose. Et je te remercie énormément parce que du coup, je me suis sentie vraiment un peu plus experte de ma pathologie. Et je pense que si on avait beaucoup de soignants et chercheurs comme toi, on aurait beaucoup de patients heureux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que je peux te laisser te présenter, nous dire ce que tu fais au quotidien? Oui, donc moi je suis Marina Gvaskov, je suis épidémiologiste, un terme qu'on connaît beaucoup mieux maintenant avec la pandémie, et je suis chercheuse à l'INSERM. Et donc je travaille sur l'endométriose depuis un peu plus de 15 ans maintenant. D'accord. Et pourquoi l'endométriose? Alors pourquoi l'endométriose? En fait, au départ, moi je m'intéressais au cancer de la peau en particulier. Je suis allée en Australie me former. Et puis en fait, mon sujet de thèse, c'était exposition hormonale et risque de cancer cutané. Et dans les expositions hormonales, j'étudiais l'endométriose. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'endométriose pour la première fois. Donc c'était une exposition hormonale parce que c'est une maladie hormonodépendante. Et quand j'ai commencé à en lire un peu plus sur le sujet, ça m'a vraiment intéressée parce que je me suis dit, mais c'est incroyable qu'il y ait une pathologie féminine comme ça qui soit aussi invalidante, qui soit aussi fréquente, dont on parle si peu, parce que moi, je n'en avais jamais entendu parler. Et puis, j'ai été vraiment frappée par le grand décalage entre la fréquence de la maladie, son impact très important dans la vie des femmes, et le peu de moyens et le peu d'informations qu'on avait sur cette pathologie. Donc très vite, en fait, même si je m'étais engagée à travailler sur le cancer au départ, très vite, je me suis dit, mais moi, en tant que future épidémiologiste, il y a certainement des choses que je peux faire pour essayer d'avancer les connaissances sur cette pathologie. Parce que mon constat, c'était que on trouvait très très peu de choses dans la littérature scientifique. D'accord. Donc finalement, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur l'endométriose, même si c'était en relation avec le cancer, je n'ai jamais arrêté. Et cette recherche s'est vraiment intensifiée ces dernières années. D'accord. Et donc, donc, ton quotidien, c'est quoi? Le quotidien d'une épidémiologie chercheuse. Qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous. Alors le quotidien d'un ou d'une épidémiologiste, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, je dirais qu'il n'y a pas une journée pareille, mais dans ce métier, on fait énormément de choses. Donc on va avoir des phases de collecte de données, donc ça c'est ce qu'on fait beaucoup dans Compare, dont on va parler aussi. Donc on collecte des données, il y a des questionnaires pour pouvoir constituer des bases de données qu'on va ensuite analyser au niveau statistique pour pouvoir produire des résultats. Donc en fait, vraiment, le but de l'épidémiologie analytique, comme je la pratique, c'est vraiment de colliger des données, de pouvoir faire en sorte que, à partir de données quantitatives sur un grand nombre de personnes, on peut faire aboutir à des résultats qui sont informatifs. Donc voilà, il va y avoir des parties là-dessus. Il va y avoir euh, une grosse partie de l'activité aussi qui va constituer, enfin, qui va consister à faire des demandes de financement Oui. pour pouvoir avoir les fonds qui nous permettent de faire la recherche, pour pouvoir, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être faites sans fonds. On va aussi, enfin voilà, moi dans mon quotidien, je vais participer à des comités. Donc là, par exemple, je préside le comité scientifique de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, qui est la première fondation à viser
de levée de fonds pour la recherche sur l'endométriose. Et puis, voilà, enfin, il va y avoir beaucoup de choses, des congrès en France, à l'étranger, où on va parler des résultats de recherche, où on va être appelé à parler de la maladie. Et voilà, j'oublie sans doute beaucoup de choses, mais enfin, une partie du métier que j'aime beaucoup, c'est le fait de m'entourer des étudiants et de diriger un groupe de recherche qui va vous aider à pouvoir aboutir à la vision que vous avez sur, voilà, sur le développement d'un programme de recherche. Et donc voilà, donc moi je travaille avec plusieurs personnes de mon groupe qui m'aident vraiment à avancer au quotidien, à aller plus vite et qui sont formidables. Donc voilà. Alors, j'en profite du coup parce que tu parles de levée de fonds et de la Fondation pour la recherche. C'est la semaine de l'Andorone. Donc, La dernière, ouais. donc, du coup, cette semaine, si on court et qu'on prend un dossard, tous les fonds reviendront directement à la recherche. Donc, n'hésitez pas. À tous ceux qui nous écoutent, hier, on est parti avec l'équipe de Mapato courir. Et donc, bon, on n'a pas été très bon, mais on a fait quand même 15 kilomètres en tout. Donc, c'est quand même. Super, bravo. Donc, si tout le monde s'y met, au moins on arrivera à collecter un peu de fonds. Mais voilà, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour Andorone, parce que c'est une vraie, voilà, c'est tu es la principale bénéficiaire certainement, ou en tout cas l'objectif, c'est justement d'aider la recherche. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que depuis 15 ans que tu travailles sur l'endométriose, est-ce qu'il y a eu des grandes évolutions? Qu'est-ce que toi tu as remarqué? Depuis 15 ans, alors ce qui vraiment s'est beaucoup remarqué, c'est que depuis 5 ans environ, on parle beaucoup plus de la maladie. Donc ça a été quand même un grand changement. Il y a beaucoup plus de publications, donc beaucoup plus de recherches qui s'intéressent à la maladie. Donc ça, c'est un premier message fort, c'est-à-dire que plus on parle de l'endométriose et plus les gens vont s'y intéresser et travailler dessus, parce que ça devient identifié comme un problème de santé publique. Au niveau de la recherche, la recherche sur l'endométriose en France, mais c'est vrai aussi à l'étranger, elle est surtout clinique. C'est-à-dire que voilà, ça va être de la recherche faite principalement par des médecins à l'hôpital, qui va viser à étudier les traitements de l'endométriose, les procédures chirurgicales, comment améliorer la fertilité des patientes, donc qui va essayer de répondre à des questions concrètes en termes cliniques pour les patientes, pour leur prise en charge. Et finalement, la recherche est assez peu fondamentale. Donc, la recherche fondamentale, c'est toute la recherche qui vise à répondre à des questions fondamentales, comme par exemple, qu'est-ce qui cause l'endométriose? Mhm. Donc là, c'est tout ce qui est recherche en biologie, immunologie, sociologie, épidémiologie, génétique, voilà. Et donc ça, on a très peu de groupes de recherche qui travaillent là-dessus, en France ou dans le monde. Mais justement, donc là, très récemment, ce qu'on peut voir, c'est que, comme on parle beaucoup de l'endométriose, justement, de plus en plus de groupes de recherche sont voués à s'intéresser à la maladie. Et justement, le travail qu'on fait avec la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, justement, qui est directement bénéficiaire des fonds levés par l'Endorun, c'est que, eh bien, il y a des groupes de recherche qui ne travaillaient pas forcément sur la maladie, qui vont maintenant s'intéresser à la maladie parce qu'il y a des fonds Mhm. disponibles pour la recherche. Donc ça, c'est vraiment très important. D'accord. Et donc, effectivement, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on ne sait toujours pas quel est le mécanisme qui explique le développement de l'endométriose. D'où ça vient, comment ça fonctionne, etc. Non, 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 ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment découvert. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs théories de développement de la maladie, plusieurs théories de pathogénèse de l'endométriose. La théorie du reflux, selon laquelle ce sont des morceaux d'endomètre qui opéraient un reflux par les trompes et qui se retrouveraient comme ça dans la cavité pelvienne. C'est l'une des théories, mais elle n'explique pas tous les cas. Donc il y a d'autres théories qui ont été proposées. Donc il y a une théorie des résidus embryonnaires, donc qui consiste à dire que c'est des résidus de tissus qui étaient destinés à devenir de l'endomètre, mais qui du coup se retrouvent euh, à grandir au niveau du développement et qui n'est pas, enfin voilà, qui continue à se développer et qui se transforme en endométriose à l'âge adulte. Et puis, voilà, j'ai déconcentrée par la fiche qui décolle derrière. Mais voilà, donc il y a plusieurs théories et pour l'instant, non, effectivement, on ne peut pas dire, voilà,
ce qui cause l'endométriose, c'est telle chose. En fait, très certainement, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs mécanismes qui expliquent le développement de la pathologie. Et ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est quelles sont ces différentes formes. Parce que très certainement, ce qui se passe, Ah, bon, je vais l'enlever, c'était pour la décoration parce que c'est vrai que mon bureau est assez triste, mais bon, tant pis. Mais donc, voilà, très certainement, ce qui se passe, c'est que différentes formes sont expliquées par différents mécanismes de pathogénèse. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore découvert. Et peut-être que différents mécanismes interviennent pour certains types d'endométriose. et on peut parler d'endométriose avec un S. C'est ce qu'on Oui, entend très souvent. certainement. C'est différent. Très certainement. Mais ça, c'est le cas pour toutes les pathologies, je dirais. De manière générale, il y a plusieurs types de pathologies. Pour le cancer, c'était pareil, hein. Maintenant, le cancer, on connaît de mieux en mieux. Et c'est vrai pour d'autres pathologies. Et en fait, on se rend compte, par exemple, pour le cancer du sein, qu'il y a plusieurs sous-catégories de pathologies. Dans le cancer du sein, il y a les cancers hormonodépendants, les cancers triple négatifs, bon, des cancers qui répondent à différents types de traitements. Et bien pour toute autre pathologie, et l'endométriose y compris, il y a certainement différentes formes qui répondent au traitement différemment, qui sont liées à des caractéristiques de patientes qui sont différentes, et puis avec des mécanismes de développement de la maladie qui sont certainement différents aussi. Mais c'est terrible quand on est patiente, on entend tout et n'importe quoi, étant donné qu'on ne connaît pas vraiment les causes. J'ai entendu souvent que c'était enfin voilà, que les femmes qui avaient une endométriose étaient des personnes qui avaient eu un choc quand elles étaient enfants ou un abus, ou enfin voilà, que c'était vraiment développement dans la tête. Et je pense que ça fait beaucoup de mal, euh, Mhm. justement, d'avoir cette situation où on s'explique pas vraiment pourquoi et c'est très compliqué d'avoir des réponses. Et donc, du coup, il y a un peu tout et n'importe quoi qui ressort. Donc, Oui, oui. Alors c'est vrai que s'entendre dire que la maladie psychosomatique, ça c'est vraiment très dur quand les manifestations sont très importantes et qu'on en souffre au quotidien. Alors par contre, pour ce qui est d'avoir eu un choc de l'enfance ou d'avoir subi des violences, ça, il y a des études qui ont porté là-dessus et en fait, ça pourrait être un facteur qui favorise le développement d'une endométriose. Il y a peu d'études hein, pour l'instant, mais en tout cas, c'est un facteur de risque qui est à l'étude et qui serait associé à une augmentation de risque. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que quand on a eu une exposition à un choc émotionnel ou à des violences quand on était enfant ou au cours de la croissance du développement, on va nécessairement avoir une endométriose, mais en tout cas, il semblerait qu'il y a quelque chose qui se passe avec des mécanismes peut-être inflammatoires, avec d'autres types de mécanismes qui se déclenchent et qui pourraient favoriser différents types de pathologies. Mais ça, c'est un facteur de risque parmi tant d'autres qu'on évalue. Et il y a plusieurs pistes. Il y a aussi la piste, des pistes qui sont plus externes, comme la piste des perturbateurs endocriniens, hmm, donc c'est exposition environnementale, une piste génétique aussi, et puis des pistes immunitaires, inflammatoires. Donc voilà, on étudie vraiment plusieurs choses. Le d'accord. microbiote aussi, c'est des choses auxquelles on s'intéresse de plus en plus. Et là, on nous pose une question. Qu'en est-il du test salivaire de dépistage? J'ai entendu parler. Alors, La prise de sang, mais pas du test salivaire. oui, alors un petit peu partout dans le monde, il y a des différents tests qui sont faits pour essayer de trouver un test de détection précoce de l'endométriose. Et donc, quel que soit le type d'échantillon biologique, test salivaire, test sanguin, test urinaire aussi, enfin, il y a vraiment plusieurs choses qui sont étudiées actuellement dans le monde. Donc voilà, cette recherche est vraiment en train de se faire et donc tout ça est à l'étude. Ok. Tu peux nous parler de Compare? Comment c'est né? Pourquoi Compare a été créé? Et à quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Avec plaisir. Alors, Compare, c'est la communauté de patients pour la recherche. Donc, c'est une cohorte qui est une étude de recherche participative sur les maladies chroniques. Donc, c'est-à-dire que tout patient ou toute patiente atteint ou atteinte de maladies chroniques, quelle qu'elle soit, que ce soit, enfin, qu'on soit en France ou à l'étranger, à partir du moment où on est francophone et majeur, on peut participer à Compare en se connectant sur le site compare.aphp.fr. Donc voilà, c'est l'affiche que j'avais mise tout à l'heure. Et donc, voilà, dans cette grande étude à laquelle participent déjà plus de 50 000 patients,
Eh bien, on va répondre à des questionnaires généraux sur les maladies chroniques de manière générale, et puis des questionnaires spécifiques sur enfin, sur sa maladie en particulier. Et c'est très important de participer à cette étude parce que ça va vraiment nous permettre d'y voir plus clair sur l'endométriose et sur la maladie chronique de manière générale. Alors, comment la cohorte est née? Eh bien, la plateforme Compare est née déjà donc, dans l'équipe d'épidémiologie clinique de l'INSEM qui est située à la PHP, qui a D'accord. vraiment pour but d'étudier la pluripathologie, la multimorbidité. Et puis ensuite, différentes cohortes spécifiques se sont ouvertes. Et la cohorte endométriose s'est ouverte par l'impulsion de l'association Endomind et également de Solène Gouébé qui travaille avec moi en thèse, hein, qui était dans l'équipe Compa. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de synergie parce qu'il y a eu beaucoup de demandes des patientes, justement, de patientes qui participaient à Compare et qui ont poussé pour que une cohorte endométriose se constitue. Et donc, ça a été fait, ça a été annoncé pour la première fois à l'Endomarche en 2018, Mhm. il me semble, où on a déjà eu quelques inscriptions à ce moment-là. Et puis la cohorte a été véritablement lancée lors d'une émission de radio à France Inter le 29 octobre 2018, donc ça fait 3 ans. Et puis à partir du moment où on a lancé ça, on a dit qu'on avait un objectif de 5000 participantes dans la cohorte endométriose et on a atteint ce chiffre en 3 semaines. Donc ça a été vraiment fulgurant. Et ça a vraiment montré à quel point la demande des patientes qu'on travaille sur leur pathologie était très importante. Donc voilà, après petit à petit, donc on a constitué, moi j'ai constitué le conseil scientifique que je préside et je suis responsable scientifique de cette cohorte, donc je fais beaucoup de travail pour essayer de développer la recherche sur cette pathologie dans cette cohorte avec mon groupe de recherche. Et donc on a commencé à mettre en place des questionnaires spécifiques sur l'endométriose en avril 2019. Et depuis, on envoie régulièrement des questionnaires spécifiques qui nous permettent de documenter la pathologie et d'étudier différentes choses. D'accord. Donc, on s'intéresse notamment à tout ce qui peut permettre d'améliorer la prise en charge et le quotidien des personnes atteintes. Et donc, voilà, on a une phase de questionnaire rétrospectif qui porte vraiment sur le passé des patientes en termes de parcours chirurgical, de circonstances du diagnostic, et puis en termes de différentes choses. On va bientôt lancer d'ailleurs des questionnaires sur les douleurs neuropathiques, sur Mhm. l'infertilité, sur l'histoire menstruelle. On pose aussi des questions sur l'historique des symptômes. Donc voilà, il y a vraiment une partie historique qui nous permet de connaître un petit peu l'historique et le profil des patientes avant le diagnostic ou avant la participation. Et ensuite, il va y avoir une phase où on va collecter des données de manière prospective, c'est-à-dire qu'on va suivre l'évolution de la pathologie dans le temps. D'accord. On a vraiment un programme de recherche qui va nous permettre de mieux comprendre l'évolution des symptômes, de mieux comprendre la réponse au traitement, et puis d'essayer de caractériser différentes formes de la maladie et de voir bah voilà, déjà qu'est-ce qu'on a comme profil de symptômes chez les patientes et puis qu'est-ce qui soulage mieux, enfin, quel type de patiente. D'accord. Et voilà. Et puis, euh, on cherche à étudier aussi l'impact de la maladie sur le quotidien et sur la qualité de vie des patientes atteintes d'endométriose et aussi d'adénomiose. On inclut les deux. D'accord. Alors, juste pour rappeler la différence entre l'adénomiose et l'endométriose, tu peux nous Alors, expliquer, l'endométriose, oui, oui, oui. Alors, l'endométriose, c'est la présence de tissus semblables à l'endomètre, donc la cavité, l'intérieur de la cavité utérine, à l'extérieur de la cavité pelvienne. Alors que l'adénomiose, ce sont des lésions qui ressemblent à l'endomètre, mais qui sont situées au niveau du muscle de l'utérus. Donc, c'est à l'intérieur du muscle. Donc, c'est endométriose, c'est à l'extérieur de l'utérus, et adénomiose, c'est au niveau du muscle utérin. d'accord. Ok. Et on peut avoir les deux. On peut avoir les deux. En fait, très souvent, il y a une co-occurrence des deux pathologies. Et donc, très souvent, ce qui se passe dans les études, c'est qu'on étudie les deux maladies de manière séparée. Mhm. Et moi, je pense que c'est vraiment très important de les étudier en même temps parce que justement, il y a cette co-occurrence qui est très fréquente et elles se ressemblent beaucoup. On les a souvent décrites comme faisant partie d'une même entité de pathologie. Aujourd'hui, on les décrit comme deux pathologies distinctes. Mais voilà, enfin, peut-être que c'est une forme d'endométriose
Pour l'instant, ce n'est pas décrit comme ça, mais voilà, c'est à étudier en tout cas. D'accord. Et donc, quelles sont les difficultés à être une soignante engagée pour les patients et pour justement tout ce que tu fais pour les maladies chroniques? Est-ce qu'il y a des grosses difficultés auxquelles tu fais face et depuis 15 ans? Oui, alors la difficulté à laquelle on fait le plus face, c'est le manque de moyens financiers qui entraîne un manque de moyens humains aussi pour pouvoir faire la recherche tout simplement. C'est plus difficile d'obtenir des fonds pour travailler sur l'endométriose que ça ne l'est pour travailler sur le cancer ou sur le diabète, qui sont des pathologies qui sont aussi fréquentes finalement, mais pour lesquelles il y a beaucoup plus d'opportunités de financement. Donc voilà, ça c'est vraiment la difficulté principale. Est-ce qu'on peut Euh, expliquer pourquoi c'est comme ça? Enfin, quelles sont les raisons pour lesquelles il y a justement moins de projets justement ou d'appels à projets? Malheureusement, tout ce qui est pathologie féminine, surtout pathologie féminine bénigne entre guillemets, c'est pas très bien financé, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est la même chose. Là, j'ai partagé très récemment sur Twitter euh, un schéma qui regarde en fonction des financements du NIH, qui est l'agence qui finance les projets de recherche aux États-Unis, et qui montre que avec des points bleus pour les pathologies masculines et des points rouges pour les pathologies féminines, on voit que les pathologies masculines, tous les points bleus sont en haut du graphique et tous les points rouges, les pathologies féminines, sont en bas. Donc il y a beaucoup d'inégalités vis-à-vis de ça, malheureusement. Et puis, il n'y a pas si longtemps, on n'en parlait pas tant que ça, donc c'était pas très connu. Et ça, c'est lié à plein de choses, hein, au niveau sociétal, je pense, lié au fait que c'est un tabou, parce que c'est une maladie qui touche les règles, l'appareil reproducteur féminin. C'est une pathologie qui touche aux douleurs féminines. Les douleurs féminines sont extrêmement minimisées de manière générale. Il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça, malheureusement. Mais justement, l'espoir aujourd'hui, c'est que ça change. Donc il y a la fondation qui a vu le jour. Donc voilà, encore une fois, vraiment, je vous encourage à participer à l'Endorun, aussi à faire des dons directement à la fondation, qui va permettre de financer vraiment de multiples projets de recherche. On est d'ailleurs en train d'évaluer les projets pour le premier appel à projet qui a eu lieu cette année. Et puis aussi avec la stratégie nationale qui devrait être annoncée incessamment sous peu. Il y a une stratégie nationale contre l'endométriose sur laquelle on était plusieurs personnes à travailler. Et donc, voilà, là, on espère aussi des développements importants sur la recherche. Donc, voilà, on croise les doigts pour tout ça. Et est-ce qu'il y a des évolutions, enfin, des recherches qui sont faites à l'étranger, où il y a eu des découvertes à l'étranger? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus précurseurs justement concernant l'endométriose? Oui, il y a des pays qui sont plus précurseurs dans le sens où, enfin, c'est complètement lié au financement de la recherche. De manière générale, les États-Unis sont un pays très précurseur parce que c'est le pays qui est le mieux financé en termes de recherche. Par exemple, l'endométriose, c'est l'une des pathologies les moins financées et elle est financée à hauteur de 26 millions de dollars par an aux D'accord. États-Unis. Donc voilà, nous, on aurait bien du mal à quantifier les choses parce que les données ne sont pas aussi claires, elles ne sont pas aussi publiquement disponibles. Mais voilà, ça n'atteint pas cette proportion, c'est certain. Donc nécessairement, voilà, qui dit plus d'argent dit plus de projets de recherche et plus de résultats. Donc voilà, les États-Unis, ça c'est pas nouveau et c'est pas spécifique à l'endométriose. En Australie, il y a un plan national contre l'endométriose qui a été lancé. Et là aussi, il y a eu des fonds débloqués pour l'endométriose. Et donc voilà, il y a une conscience un petit peu plus importante. Euh, mais la France n'est vraiment pas mauvais élève parce que justement avec la stratégie nationale contre l'endométriose qui va voir le jour, on s'insère très bien dans les pays leaders. Je pense qu'on peut vraiment devenir leader dans le domaine de l'endométriose. Après, il y a plusieurs groupes qui sont voilà, qui sont très reconnus au niveau international, en France, mais aussi en Europe et ailleurs dans le monde, un petit peu dans tous les pays. Euh, et puis, la recherche et la clinique, de manière générale, est plutôt sous-représentée sur le continent africain,
et en Asie du Sud notamment également. D'accord. Donc, on a bon espoir que dans l'annonce des actions de la stratégie nationale, il y ait un déblocage de fonds pour la recherche. Oui, en tout cas qu'il y ait, donc on va voir les résultats de cette stratégie, bientôt. En tout cas, on peut vraiment espérer heu, que les propositions, qui ont été faites, alors effectivement, il y a des propositions de déblocage de fonds, mais aussi des propositions concrètes d'actions qui peuvent être mises en place pour, augmenter la recherche sur le territoire, français, puissent être, mises en place. Oui, tout à fait. Et je me posais la question concernant la recherche privée, c'est-à-dire les laboratoires. On voit quand même une corrélation entre l'investissement que font les laboratoires, parce que derrière, il y a des traitements, et donc les évolutions aussi dans la prise en charge. Malheureusement, dans l'endométriose, si je ne me trompe pas, il n'y a pas énormément de traitements, pas énormément de labos qui travaillent sur ce sujet. Est-ce que ça aussi, du coup, fait que la recherche en pâtit, et il y a peu de moyens aussi privés dans l'endométriose? Oui, c'est vrai qu'il y a peu de moyens privés dans l'endométriose. Bon, après, c'est difficile d'avoir une vision claire parce que c'est beaucoup soumis au secret industriel. Euh, mais oui, en tout cas, ma vision personnelle est qu'il n'y a pas énormément d'efforts qui sont mis dans des traitements médicamenteux de l'endométriose. Donc, il va y avoir des traitements hormonaux, pardon, Mm. pour jouer sur le plan hormonal. Il y a aussi des traitements qui sont... il y a quand même des entreprises qui ont lancé euh, des traitements différents, donc avec euh, des procédés, par exemple d'électrostimulation, D'accord. pour soulager les douleurs de l'endométriose. Voilà, le TENS, par exemple. Et puis il y a d'autres choses qui sont mises en place. Il y a différentes startups quand même qui travaillent sur l'endométriose et qui sont en train de rechercher des traitements, donc ça c'est extrêmement positif. Ouais. Mais après les gros labos pharmaceutiques, il n'y a pas tellement d'intérêt sur l'endométriose. Hmm. Ouais, ce qu'on a remarqué. Donc Et effectivement, ça manque. on avait été contacté par Pardon. Endodiag. Pardon, on avait été contacté par une startup qui s'appelle Endodiag, justement, qui cherche à, à diagnostiquer de façon précoce l'endométriose avec une prise de sang. Donc, c'était très prometteur. Oui, oui, tout à fait. Endodiag, oui, c'est une entreprise super. Elles ont obtenu un financement de la Commission européenne justement pour développer ce projet avec 23 centres dans le monde entier. Et donc l'objectif, Ah c'est oui, vraiment effectivement de créer, enfin de découvrir des biomarqueurs qui permettraient de détecter la pathologie de manière précoce. Mm. d'accord. Donc ça, Ok, c'est c'est top. Et donc, est-ce que tu as d'autres projets en tête pour l'endométriose, ou des choses à venir, ou des choses que tu aimerais mettre en place justement à l'avenir? Oui, plein. Plein, plein. En fait, ce qui manque, c'est le temps et les bras. Mais oui, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites. Moi, en épidémiologie, j'essaie de mettre en place l'étude de l'endométriose dans les différentes cohortes françaises, dans les cohortes en population. Donc moi, je coordonne la cohorte Compa endométriose, qui comporte plus de 10 000 patientes. Donc ça, c'est une cohorte qui est vraiment focalisée sur les patientes, qui vise à étudier ce qui se passe voilà, quand on observe le développement de la maladie chez les patientes. Mais il y a différentes cohortes en population générale qui en fait sont des cohortes de volontaires sains chez qui on peut tout à fait étudier l'endométriose. Donc voilà, ça c'est il y a potentiellement de grands développements vis-à-vis de ça. Et puis, moi, je m'intéresse à vraiment plein de choses. Je m'intéresse à essayer de préciser la prévalence de l'endométriose pour Hmm. pouvoir documenter son incidence, parce que ça, on a besoin de chiffres un petit peu plus précis. Je suis intéressée aussi par l'étude des différents facteurs de risque de la maladie, donc avec plusieurs expositions environnementales. Je travaille aussi sur la progression de l'endométriose, donc ça c'est surtout via Compare. Et puis je m'intéresse aussi aux conséquences de la maladie à long terme, que ce Hmm. soit en termes de qualité de vie ou de risque d'autres pathologies à long terme. Et donc pour ça, je travaille avec un réseau de patientes, d'associations de patientes, de chercheurs, de cliniciens, un petit peu partout en France et dans le monde.
Et bah, voilà, donc j'essaie de mettre en place des projets un petit peu sur plein de choses, un petit peu tout à la fois. Et voilà, vraiment, la seule chose qui manque, c'est du temps et des fonds. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir là-dessus. Donc, comme tu le sais, je travaille sur la problématique du prêt de l'assurance, qui est vraiment discriminatoire. Et entre autres, le fait qu'on exclut l'endométriose de la prise en charge en cas de difficulté avec son prêt immobilier. Et entre autres, ce que j'ai découvert, c'est que malheureusement, on exclut l'endométriose parce que on n'a pas assez de données sur les facteurs de risque et l'évolution de la maladie. Mhm. Contrairement au cancer, donc j'ai eu Thierry Breton, le directeur de l'INCa, donc l'Institut concernant le cancer, qui tient justement des registres très détaillés de milliers de patients qui sont atteints de cancer et qui les mettent à disposition des compagnies d'assurance. Et c'est grâce à ça aussi que les compagnies ont pu mettre en place la convention ERAS qui permet le droit à l'oubli au bout de 5 ans et qui permet au fur et à mesure de montrer que le risque est diminué, ce qui n'est pas le cas du tout de l'endométriose. Mhm. Donc, je pense que si un jour, effectivement, on arrivait à créer des registres aussi développés qui puissent exister sur le cancer pour d'autres pathologies, dont l'endométriose, parce que quand on me dit au plus haut niveau chez les assureurs qu'on n'a pas assez d'informations et que c'est une maladie qui est inconnue et en tout cas trop risquée, Mhm. je vois qu'on a des réponses idem pour être cancer. Donc, effectivement, il y a comme tu le disais, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de financement sur certaines pathologies. Et donc, du coup, c'est super parce qu'effectivement, on arrive à avancer. Et en fait, la conséquence directe pour des millions de patientes à ce manque de financement dans la recherche, et ben, c'est de ne pas avoir de prise en charge de son prêt immobilier, enfin son Oui, assurance, quoi. Donc, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, donc, c'est un petit peu lié aussi à la thématique de l'ALD, pour laquelle on a aussi très peu de données en ce qui concerne l'endométriose. Et justement, on a lancé une étude sur ça dans Compare. Donc, on peut participer à Compare pour répondre à cette enquête qui vise à documenter qu'est-ce qui détermine. Alors déjà, c'est une question qu'on pose aussi, à savoir si les patientes ont eu des difficultés à obtenir un prêt immobilier en raison de leur maladie, que ce soit en lien avec l'ALD ou pas. Et puis, on vise à documenter un petit peu quel type de patient, enfin quel profil de patientes vont obtenir l'ALD, quel profil vont obtenir un refus. Et puis, est-ce qu'il y a une répartition géographique vis-à-vis de ça? Donc voilà, ça c'est des questions qui nous intéressent aussi. Mais effectivement, pour avancer sur ce problème, on a vraiment besoin de données. Donc, on a énormément d'expérience sur d'autres pathologies chroniques qui sont bien financées, enfin mieux financées, mieux étudiées. Et donc là, on a vraiment plein de choses à dérouler sur l'endométriose. Mais voilà, enfin, ça va venir dans les prochaines années, mais j'espère que, en tout cas, ça pourra réduire toutes ces problématiques le plus rapidement possible. mm. Bah, écoute, Maria, je suis preneuse de ces éléments vu que je suis en contact direct avec les assureurs. Je pourrais leur montrer à quel point c'est handicapant. Parce que comme on a peu d'informations, finalement, c'est compliqué d'arriver vers eux en disant qu'il y a un vrai problème de santé publique et de Oui. prendre en charge de tous ces clients bancaires qui ont une endométriose et qui sont exclus. Mm. Alors, on a des questions. Amavea, donc c'est Emmanuel, je pense que tu es là. Idem pour les assurances pour les méningiome, endométriose et méningiome double peine. Oui, Mm. j'ai une réunion avec ARS demain. Bah écoute, si tu veux m'appeler pour qu'on en discute, n'hésite pas. Euh, une autre question. L'alimentation anti-inflammatoire, y a-t-il des études dessus? Car personnellement, cela n'a pas fonctionné chez moi. Il y a des études qui montrent que, une alimentation anti-inflammatoire permet de réduire les douleurs d'endométriose. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études sur la question. Justement, ça, c'est quelque chose qu'on souhaite étudier aussi, d'ailleurs, dans Compare. Euh, pour l'instant, on manque de données sur ça. En fait, c'est de manière anecdotique, enfin pas anecdotique, mais ça va être basé sur l'observation que pour certaines patientes, ça fonctionne pour réduire les douleurs. Il semblerait que certaines patientes, c'est miraculeux, elles arrêtent même le traitement hormonal. Et puis pour d'autres, ça ne semble pas fonctionner. Donc voilà, qu'est-ce qui détermine que chez certaines patientes ça fonctionne, chez d'autres pas?
Il y a beaucoup la question, je pense, de symptômes différents. Mm. Il y a des personnes atteintes d'endométriose qui sont aussi atteintes du syndrome de l'intestin irritable, des personnes qui ont des troubles digestifs importants. Voilà, on peut imaginer que dans certains cas, l'alimentation inflammatoire ou un régime pauvre en FODMAP aussi, ça a été cité comme des régimes qui peuvent potentiellement fonctionner. Voilà, on peut imaginer que ça pourrait avoir un effet. Maintenant, c'est vraiment absolument quelque chose qu'il faut étudier pour qu'on puisse savoir chez quel type de patiente ça marche, pour quelle douleur, et est-ce que ça fonctionne sur le long terme. Bah, du coup, on a une deuxième question. Est-ce que vous avez déjà repéré un lien entre endométriose et la RCH, la rectocolique hémorragique? Donc, voilà. Alors, il y a très peu de données qui portent là-dessus. Euh, à ma connaissance, il y a une ou deux études, pas plus. C'est compliqué à étudier comme lien parce que la RCH, c'est une maladie qui est peu fréquente en termes de pourcentage. Donc, il faut des échantillons très, très grands pour pouvoir étudier cette relation. Euh, et d'ailleurs, enfin, voilà, c'est un sujet que j'espère étudier avec un doctorant prochainement. Voilà, il semblerait qu'il y ait un lien dans une ou deux études qui a été faite dans les pays scandinaves. Dans les pays scandinaves, on a accès à des registres justement de pathologie au niveau national. Et donc, avec ces données de registre, on peut vraiment faire des analyses. Il y a beaucoup de limites parce qu'on ne peut pas ajuster sur certains facteurs qui pourraient confondre la relation. Donc, bon, voilà, on ne peut pas faire une analyse complètement complète, on va dire. Mais en tout cas, voilà, il semblerait qu'il y ait un lien, en tout cas, oui, dans les deux études qui ont pu bien étudier la question. D'accord. On va attendre que d'autres questions arrivent s'il y en a. Moi, j'ai une question concernant ta candidature pour Happy Patient. Est-ce que c'est toi qui as candidaté et pourquoi, ou est-ce que tu as été recommandé? Alors, moi, j'ai candidaté. On m'a suggéré de candidater. Bah, j'ai candidaté et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais voilà, j'étais absolument ravie de cette expérience et ravie aussi que la cause de l'endométriose puisse être mise en lumière via ce prix. Donc, merci beaucoup à Mapato pour l'attribution de ce prix. J'en suis vraiment très touchée. Et tu es largement plébiscité, donc bravo, bravo à toi. On a encore une question, des protocoles de prise Est-ce qu'il y a des protocoles de prise en charge de la douleur? J'ai l'impression de tanner, de stagner. Ah, je pense que c'est stagner. J'ai l'impression de stagner avec l'algologue sans que ce soit efficace. Est-ce que tu as des connaissances Euh, de- Est-ce qu'il y a des protocoles de prise en charge de la douleur? Alors bon, ça c'est plutôt une question clinique. Oui, je pense qu'il y a des protocoles de prise en charge de la douleur, notamment avec des algologues. Après, euh, voilà, je pense que ça dépend de plusieurs choses, hein. Mais oui, il y a des protocoles. Euh, donc après, je pense que c'est important. Il y en a certainement peu, hein, mais c'est important si on peut de consulter des algologues spécialisés dans l'endométriose ou en tout cas qui connaissent bien la pathologie, qui connaissent ce type de douleur et puis aussi les douleurs neuropathiques qui vont parfois avec. Euh, mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça ira mieux rapidement pour cette personne. Et donc la personne avec le RCH a répondu, je vous remercie. Effectivement, j'ai observé chez moi des poussées de RCH en amont des périodes de menstruation, accentuées durant les périodes de fatigue. Merci encore pour votre réponse. Hmm, d'accord, intéressant. Ouais, ouais, ouais. Ça fait bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on espère étudier dans Compare aussi. Compare, c'est vraiment une étude qui est vraiment bien faite pour étudier la multipathologie et différentes comorbidités. Et donc, à un moment donné, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup étudier, c'est le lien entre l'endométriose et différentes pathologies. En ce qui concerne euh, la RCH et aussi la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, justement, donc avec ce projet de thèse dont on espère qu'il sera financé, ça fait partie des questions qu'on aimerait étudier dans Compare, de regarder si
quelles sont les différences de qualité de vie entre les patientes qui ont une endométriose seule et les patientes qui ont aussi une RCH ou une maladie de Crohn, ou bien que RCH et que maladie de Crohn, et quelles sont les différences de symptômes, de profil de ces patientes. Mhm. Donc voilà, on espère que ce sera financé cette année. On a une question, je ne pense pas que tu puisses y répondre. Quels sont les derniers traitements existants? Non, en tant que chercheuse, j'aurais du mal à répondre à ça. En fait, le traitement de base de l'endométriose, on va donner des traitements antalgiques pour la douleur. Après, on va passer à un traitement hormonal qui consiste à supprimer les règles, que ce soit une pilule contraceptive ou bien un traitement progestatif. Et puis ensuite, on va passer à la chirurgie pour retirer les lésions si les douleurs ne passent pas ou s'il y a un projet de grossesse et que il y a une atteinte potentielle à la fertilité. Et puis, dans certains cas, malgré la chirurgie, ça ne passe pas. Quelquefois, il y a des douleurs neuropathiques aussi qui ont du mal à être traitées par ces moyens-là. Donc, quelquefois, on va proposer des traitements antalgiques forts. Et voilà, et malgré tout, pour certaines patients, ça ne passe pas malgré tout ça. Donc voilà, quels sont les derniers traitements? Il y a des traitements qui sont à l'étude. On voit des essais Mhm. thérapeutiques qui sortent sur certains traitements hormonaux principalement. Et puis ce qui est étudié de plus en plus, c'est les méthodes alternatives de traitement des symptômes douloureux. Et donc voilà, ça c'est, je suis désolée, je parle beaucoup de compare, mais Non, non, mais but, hein. on utilise beaucoup cet outil pour répondre à beaucoup de questions. Et ça, c'est un sujet qu'on va étudier aussi dès l'année prochaine pour étudier un petit peu déjà quelles méthodes alternatives de traitement à la douleur les patientes atteintes d'endométriose et ou d'adénomyose utilisent et lesquelles sont efficaces pour quel type de douleur, quel type de profil de Mhm. symptômes. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va proposer aux patientes à qui ça ne passe pas. Et, euh, et là encore, hein, il y a vraiment des patientes pour qui, voilà, qui trouvent vraiment un très bon recours, enfin, qui vont avoir une bonne efficacité de certaines méthodes de thérapeutique alternative. Et puis, voilà, donc pour qui ça ne passe pas non plus. Donc, voilà, on a besoin d'y voir un petit peu plus clair sur tout ça. Mhm. Et encore une fois, il faut s'inscrire sur Compare. C'est un acte citoyen que chacune des patientes peut faire. C'est gratuit, c'est rapide, c'est quelques questions, mais multiplié par le nombre de répondants, ça permet de faire avancer la recherche. Donc, j'invite tout le monde à aller se connecter. On a encore une question, et je pense que c'est plutôt moi qui vais y répondre. Y a-t-il un support du gouvernement pour les femmes en état d'infertilité qui veulent adopter? Donc, j'ai été dans ce cas, et non, il n'y a absolument pas d'aide. Et c'est encore aujourd'hui très tabou quand vous faites des projets d'adoption, d'expliquer que vous êtes infertile. Pour l'avoir fait dans différentes régions, dont Paris, on m'a gentiment expliqué qu'ils n'étaient pas là pour assouvir mon besoin de maternité, mais de venir trouver des parents pour un enfant qui en avait besoin. Donc, ils n'en ont absolument rien à faire. Donc, non, il n'y a pas de support particulier en cas d'adoption parce qu'on est infertile. Mais en tout cas, je crois avoir lu des recommandations de l'Académie de médecine qui, et en fait, en cas d'endométriose, on peut demander la congélation de ses ovocytes pour préservation de la fertilité pour les personnes. Voilà. En tout cas, on fait partie, les femmes qui ont une endométriose font partie des personnes qui ont le droit de congeler leurs ovocytes. Voilà. Bah, écoute, Marina, j'étais ravie. Merci beaucoup pour toutes ces Oui, explications, pour ta franchise. À chaque fois que je discute avec toi, j'apprends plein de choses. Euh, merci. donc, on rappelle, cette semaine, Andorone. Donc, on va courir pour Marina. On va chercher des sous pour la recherche. Donc, il y a deux choses. L'Andorone cette semaine, donc allez s'inscrire sur le site de l'Andorone, prendre son. Il faut acheter ses 5 euros, son dossard et aller courir au maximum. Et même si vous n'êtes pas en capacité de courir, faites courir vos proches. Parce que tous les fonds seront directement donnés à la Fondation de la Recherche. Motivez vos entreprises, si vous pouvez, à ce qu'elles fassent un don justement pour la Fondation concernant la recherche. Et Compare. Compare, il n'y a pas besoin de mettre des baskets, c'est juste à s'inscrire sur Internet, donc www.compare.aphp.fr.
Vous vous inscrivez et vous recevrez des questionnaires au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas. C'est un acte citoyen de chacune pour qu'on arrive à avancer sur la recherche. Tout à Bon, fait. bah, merci beaucoup, Marina. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Pour le prix Happy Patient, je suis ravie que ce prix te soit revenu. Et Emmanuel Damavea a dit qu'il était largement mérité. Et je confirme, il est largement mérité. Merci De beaucoup. avoir des Marina dans toutes les pathologies. Merci infiniment. Et bravo pour tout ce que vous faites avec Mapato. C'est vraiment super aussi pour plein de maladies chroniques. Donc, bravo. Un grand bravo à vous toutes. Merci beaucoup. Bon, bah, bonne soirée à tous. Merci. Et on Très se bonne retrouve. soirée. Très bonne soirée. Salut, Marina. Au revoir. Au revoir.